Marlène, tu es une spécialiste reconnue des études de médias et de communication, et surtout, tu as mis en évidence les discriminations dont les femmes sont l'objet dans ce milieu. Et ma réflexion préalable, c'est qu'on souligne toujours que les talibans en Afghanistan interdisent tout aux femmes, et en particulier la parole. Mais nous aussi. Et parfois, on voit la paille et la poutre, c'est la grande... Voilà, je vois ça comme ça. Et d'autre part, étant le président des Amis de Jaurès, je dois quand même souligner que l'article de Jaurès dans La Dépêche, pas dans l'Humanité, dans La Dépêche, c'est-à-dire un journal qui opérait dans le secteur le plus machiste possible de France. Mais c'est l'article sur les suffragettes, et il est question, bien entendu, de la prise de parole, au moins du droit de vote, mais toute l'argumentation de Jaurès repose surtout sur le travail. Les femmes sont au travail, elles sont avec nous dans le combat des travailleurs. Et d'autre part, les femmes, certes, elles auront encore beaucoup d'influence religieuse, cléricale, à cette époque-là, en 1907, et on a bien besoin d'elles. On a bien besoin d'elles pour lutter pour la paix. Ça rejoint. Bon, alors l'Association des femmes et de la paix, c'est un grand classique. Et le 8 mars, qu'on a, je n'ose pas dire célébré, mentionné, ou en tout cas qu'on a traversé récemment, à l'origine, c'était Journée internationale pour les droits des femmes et pour la paix dans le monde. Donc voilà, cette association des femmes et de la paix renvoie à une espèce de stéréotype selon lequel bon, les femmes seraient intrinsèquement liées à la question de la paix. Mais bon, voilà. Oui, c'est l'international, c'est Clara Zetkin. Exactement. Enfin bon, l'origine du 8 mars, elle est compliquée et controversée, et on ne sait même pas si ça célèbre un événement ou pas. Mais bon, en gros, c'est ça. Et pour en revenir à ton observation initiale sur le fait que les talibans bâillonnent les femmes, mais qu'elles n'ont peut-être pas un accès aussi facile à la parole ici non plus, c'est vrai. Les femmes ont été silenciées, comme on dit aujourd'hui, depuis la nuit des temps. Alors, si on veut faire un petit peu une espèce d'historique de cette situation, on se rappelle que dans l'Antiquité grecque et latine, que ce soit les textes d'Aristophane dans l'Isistrata qui dit que les femmes aboient, elles jacassent, elles ne trouvent jamais le bon ton, que ce soit... Enfin bon, tous les textes de l'Antiquité prônent cette silenciation des femmes. Ensuite, l'Église en a rajouté une couche, on se rappelle de l'apôtre Paul, que les femmes se taisent dans les assemblées. Voilà, on porte encore ça sur nos épaules. Et puis les codes de la bourgeoisie, eux aussi, ont considéré que les femmes devaient être silencieuses. Une femme en public ne parle pas. C'est les suivantes, comme on dit dans les comédies. Donc elle ne parle pas, elle ne rit pas, surtout pas à gorge déployée, elle ne raconte pas de blagues, elle ne se met pas en avant. Voilà. Donc on a tout ce poids de l'histoire qui finalement qui fait des femmes des silencieuses de l'histoire, et Michel Perrault a écrit des très beaux textes là-dessus. Et les hommes, de leur côté, ont été construits, ont été légitimés dans le fait que la parole était leur bien personnel. Donc c'était un privilège qui leur revenait. D'où le fait que quand les femmes ont voulu prendre la parole en public, elles ont toujours parlé dans l'espace domestique et l'espace privé, mais quand elles ont voulu prendre la parole en public, eh bien, ces messieurs n'étaient pas d'accord. Les ont ridiculisés, les femmes. Ridiculisés, silenciés, etc. Et dans la vie politique, on a de multiples exemples où les femmes, notamment à l'Assemblée nationale, au Parlement, ce lieu où l'on parle, sont en permanence ridiculisées. Elles prennent la parole, ce sont des bruits de cocotte, des bruits de poulailler, pour les faire taire.
Même la tenue. Là, bon, on se souvient de Cécile Duflot, descendant dans l'arène, pour le coup, avec sa robe à imprimer, et où on lui dit « enlève les boutons ». Donc voilà, il y a constamment, et je ne parle pas d'Édith Cresson, première femme première ministre, qui a été... Et même Simone Veil. Et avec, évidemment, Simone Veil, grande déportée, etc., on ne pouvait pas se permettre, mais... Enfin, les prises de parole, quand elle a défendu le projet de loi pour l'avortement, ont été d'une violence absolument insigne. Donc voilà, chaque fois qu'une femme prend la parole, il y a cette réaction de la part des hommes qui se sentent sans doute atteints dans un lieu qu'ils considèrent comme leur étant dévolu. Donc dans un lieu qu'ils considèrent comme leur étant dévolu, et les femmes ont toujours le sentiment de se jeter à l'eau quand elles doivent prendre la parole en public. C'est une épreuve. C'est une épreuve sexualisée. Et alors, comme je le disais, bien souvent, alors on est là dans des généralités, hein, bien sûr, il y a des hommes qui sont extrêmement attentifs et il y a des femmes qui sont plus à l'aise dans la prise de parole, mais cette dissymétrie fondamentale et structurante dans la prise de parole publique. Et il y a pas mal d'études donc, qui sont faites là-dessus, et pas tant que ça en fait, et qui observent que la prise de parole des femmes, quand elle n'est pas accueillie par des quolibets ou des choses comme ça, est accueillie souvent par une inattention des hommes, qui profitent de la prise de parole des femmes, mais finalement pour sortir le journal, pour lire leur téléphone, pour discuter entre eux, pour régler des petites affaires à droite à gauche. Bon, comment ne pas considérer dans une telle ambiance que finalement ce qu'on dit n'a pas d'intérêt et que soi-même on n'est pas légitime quand on veut porter une parole. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait imaginer pour briser ce tabou finalement des femmes parlantes, enfin, intervenantes, parce que elles sont maintenant la moitié des conseils municipaux dans les grandes villes, elles sont même des conseils généraux avec des réformes récentes. Départementaux. Oui, départementaux. Et néanmoins, cette espèce de tabou pèse comme une chape de plomb sur la parole féminine. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, Marlène ? Alors il y a des solutions techniques qui ont été mises en place par un certain nombre de partis politiques. Alors je me souviens que chez les écologistes en particulier, avait été mis en place le système dit de la fermeture éclair. C'est-à-dire qu'un homme ne pouvait pas prendre la parole si un autre homme avait pris la parole avant. Donc il fallait impérativement qu'il y ait un jeu de succession mixte, une femme prenant la parole après un homme, pour qu'un homme ait le droit de prendre la parole après. Alors ça a des vertus. Ça pose aussi des petits problèmes parce que les femmes, ça fait en partie peser sur elles l'impératif. Elles sont obligées de parler. Elles sont obligées de parler. Donc voilà, il y a des solutions techniques, hein, cette question de la prise de parole. Mais je crois que fondamentalement, ce qu'il faut, c'est que nous soyons éduqués les uns et les autres dans le respect de la parole de l'autre. Dans le respect de la parole de l'autre. Et là, on est vraiment sur des processus de long terme, des processus à infusion lente, où on doit écouter l'autre. Et alors, juste un petit point sur la question de la voix. Très souvent, les femmes sont disqualifiées en raison de leur voix. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais commencé cette étude, puisque, bon, comme tu l'as dit, je travaille beaucoup sur les médias, et je voyais très souvent noter le fait une telle plutôt, doit travailler sa voix qui est trop aiguë, qui est désagréable, qui monte dans les hauteurs. Ne serait-elle pas hystérique ? Ça aussi, ça on ne voit jamais ça dans les critiques des hommes. Jamais. Donc voilà, cette question de la voix est aussi un des éléments qui est très souvent opposé aux femmes. Elles sont toujours ou alors inaudibles, ou alors elles parlent trop dans les aigus, elles sont toujours de trop,
quoi qu'il arrive. Voilà. Et d'où j'en reviens à la question de l'éducation, et je crois qu'il faut aussi s'habituer à entendre des voix qui sont différentes. L'autorité ne doit pas être identifiée à une voix grave, une voix extrêmement posée et très basse. Non, on peut aussi être porteur d'autorité quand on a une voix plus aiguë. Donc, importance de l'éducation, évidemment, nous, Jaurès, défenseurs de l'école laïque, etc., nous savons que l'éducation est fondamentale, et nous avons maintenant plus d'un siècle où c'est majoritairement des femmes qui ont enseigné, les institutrices. Ça a été à la fois un puissant levier d'émancipation pour les femmes, et ça confirme. Moi, j'ai été fabriqué par mes parents, mais aussi par mon institutrice, qui était extraordinaire dans une classe mixte, et au village, à la campagne, et je crois que c'était une femme qui avait beaucoup d'autorité et de savoir, mais que cette question de la discrimination, elle ne l'a pas abordée suffisamment en tout cas. Mais parce encore une fois, j'évoquais tout à l'heure le fait que le sexisme était systémique et que nous sommes tous porteurs et porteuses à un certain niveau de ce sexisme. Et alors, je t'écoutais évoquer cette institutrice. Bon, on a tous, je pense, un instituteur ou une institutrice qui nous a porté. Et alors, dans l'éducation, dans l'enseignement, j'ai lu, quand j'étais en train d'écrire ce livre, un chiffre qui m'a vraiment sidérée. Tu sais qu'au moment du Covid, les oraux des concours d'entrée aux grandes écoles ont été supprimés. C'est-à-dire qu'on a une génération de jeunes qui ont été recrutés en Normal Sup en particulier, enfin pas que, sur le seul écrit. Et on a vu la proportion des filles bondir. Alors, les chiffres, en gros... En négatif non, en positif. Elles ont été beaucoup plus nombreuses. On peut comprendre. Voilà. Beaucoup plus nombreuses à intégrer. Je crois que c'est passé de 54% de filles à Normal Sup Lettres à 67%. Délivrées de l'oral, voilà. Les filles étaient beaucoup plus nombreuses, donc ce qui montre que même au XXIe siècle, c'est très impressionnant. Nous sommes heureux de patronner cette conférence qui s'annonce très prometteuse parce que nous avons tous besoin de prendre de la graine, comme on dit, de prendre de la graine pour lutter contre la discrimination et surtout contre la discrimination frappant les femmes.